Aujourd'hui, je reçois Franck Thérault pour ce livre aux éditions Charles-Anthony l'Originel, L'art de ne pas faire. Franck, bonsoir à toi. Bonsoir Laurent. Très heureux de t'accueillir dans le cadre de cette émission. Oui, Tu nous as donc fait en partenariat avec Anne David ce livre, L'art de ne pas faire. Une opportunité de savoir peut-être comment définir ce qu'est l'éveil. L'éveil, un thème, un sujet, puisque tu as déjà écrit L'éveil pour les paresseux. Je t'avais reçu pour ce livre-là à la librairie de l'Inconnu. Et puis ce dernier, L'art de ne pas faire. Ce dernier, c'est même pas le dernier. Tu en as sorti là un autre, non, me semble-t-il? oui. L'éveil pour les paresseux. Oui, il y en a un Voilà. autre aussi. Je regarde, tu vois, sur Amazon, l'un. Ah, mais c'est peut-être pas toi. Non, c'est John Grevin. D'accord, il y avait 3 livres associés. Donc l'éveil, Franck. Déjà un grand merci à Anne David, qui a posé d'excellentes questions, qui a permis de faire sortir de toi le meilleur, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce livre m'a beaucoup travaillé grâce aux questions d'Anne, de votre partenariat à tous les deux. Un livre qui permet de mieux sentir, saisir peut-être, s'il en est, ce qu'est ce vers quoi on pointe, on tend le doigt. L'éveil, qu'est-ce que c'est? Toutes ces questions que tu as essayé de définir avec beaucoup d'humour et en même temps beaucoup de sérieux. Donc un grand merci pour ce partage. Et j'espère ce soir qu'on va avoir l'occasion de partager ça avec les auditeurs. Franck, à la question qu'on peut te poser peut-être régulièrement, l'éveil c'est quoi? C'est qui? Le sujet du livre. Qu'est-ce que Oui. tu réponds en une, deux phrases? Qu'est-ce que tu dirais? Le plus simplement du mot. L'éveil, c'est la disparition. euh, Je n'entends que moi là. C'est normal, je ne parle pas. D'accord, Je t'en prie. je veux que ça m'ait coupé. C'est la disparition de, du sentiment, de, de la façon du sentiment moi, du sentiment personnel. Simplement, c'est simplement ça. En fait, c'est pas quelque chose qui arrive, c'est pas quelque chose qui se produit en plus, c'est quelque chose qui disparaît. Et voilà, c'est simplement quelque chose qui disparaît. Dans l'imaginaire collectif, peut-être l'image de ce qu'on peut se faire d'un éveillé, c'est un être qui est en paix, en sérénité, en joie, qui n'est plus touché par les affres du monde, les souffrances du monde. Les souffrances du monde sont toujours là. Les souffrances, la vie ne change absolument pas. La vie se déroule exactement comme elle devait se dérouler. Et simplement, c'est que la seule différence, c'est que lorsqu'il y a des joies, on est plus heureux d'être heureux. Et c'est simplement heureux, tout simplement. Comment tu as Voilà. rencontré Anne David? Un David, je l'ai rencontré lors d'un dîner. C'est quelqu'un que nous avons discuté ensemble de mon premier livre. Elle n'était pas du tout dans la partie, pas du tout. Et donc je trouve ça très intéressant parce qu'elle me posait des questions très innocentes. Voilà, je voulais pas avoir quelqu'un qui connaissait très bien le sujet, et c'était beaucoup plus intéressant d'avoir des questions plus innocentes. Voilà, c'est pour ça. Et après, bon, on a fait, Donc c'est elle qui a été dans la demande aussi de te poser des questions? oui, donc on s'est posé. Je lui ai expliqué que généralement, dans beaucoup de ces sujets, il y avait souvent des questions, des réponses. Et j'avais pas spécialement envie d'écrire un deuxième livre, mais j'avais pas beaucoup de matière pour le faire. Et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, on pourrait faire un entretien tous les deux. Et puis, bon, Il je a me suis été laissé. lancé comme ça. Voilà, ça s'est lancé comme ça. Voilà. Franck, on va avoir l'occasion donc, pour les auditeurs ce soir d'aborder ton livre à travers certains mots-clés que tu as souhaité tenter de faire passer à travers ce jeu avec Anne David, de pouvoir rentrer un peu plus dans les détails, de prendre ça comme architecture principale et puis de surfer dessus avec les auditeurs et leurs questions aussi à un moment donné de l'émission. Mhm. Le piano, Franck, pour toi, qu'est-ce qu'il représente? Beaucoup de choses. Car c'est avant tout le métier. Mon métier est d'accorder les pianos. Donc il fait partie, c'est une grande part de ma vie. Voilà. Est-ce que c'est des études que tu avais choisies, qui déjà dans ton adolescence, ton enfance peut-être, le piano était un instrument? Comment s'est-il retrouvé dans ton univers? Dans mon univers, simplement, c'est quand vers l'âge de 17-18 ans, je voulais être violoniste. Mes parents n'étaient pas d'accord. Donc, ils m'ont proposé de faire un métier qui soit. Parce que être violoniste, c'est pas un métier,
C'est comme être saltimbanque, alors que c'est pas du tout le cas. Et donc, il fallait que je fasse un métier qui soit dans la musique. Donc, j'ai décidé d'apprendre le métier d'accordeur de piano, que j'ai fait durant 3 ans. Et ensuite, j'ai quitté, une fois que j'avais passé mon diplôme, j'ai été professeur de violon pendant 16 ans. Et après, je suis revenu à mes premiers amours. Voilà. D'accord. D'accord. Donc le violon aussi a toujours été là, hein, quand bien même, hein. Voilà. Maintenant, depuis 12 ans, l'aventure est terminée avec le violon. Pas sans regret de ce côté-là. De toute façon, il n'y a Non, plus de absolument regret. pas. Non, non. Souvent, les gens me disent comment t'as pu arrêter le violon? C'est merveilleux, tout ça. Bon, non, ça s'est arrêté, c'est tout. Ça s'est arrêté, c'est tout, hein. Voilà. Pas de volonté de vouloir arrêter. Ça s'est passé comme ça, ouais. Ça s'est passé comme ça. Mais non, il n'y a pas besoin de volonté. À un moment, peut-être, la page doit se tourner. On arrive à la fin de la page, il faut tourner, pouvoir accéder à la suivante. Voilà. Accordeur de piano, c'est quoi les qualifications requises pour être un bon accordeur de piano? Absolument aucune. En fait, on n'a pas besoin d'avoir l'oreille absolue. Il n'y a pas besoin d'avoir. Ça ne requiert pas. Souvent, on dirait il faut de l'oreille, il faut de l'oreille. Non, pas du tout. L'oreille est un sens comme un autre qui se travaille. J'ai mon épouse qui est parfumeuse, donc elle travaille dans le parfum, elle sait le nez. Et au départ, elle n'avait pas du tout de qualification spécialement pour ça. Et en fait, en force de travailler son nez, bon, elle a réussi après à le développer. Donc, il faut travailler quand même pas mal cette oreille, quand Voilà, même. il faut Tu le l'as développer. travaillé, tu l'as C'est développé. développé. Mais au départ, on n'a pas besoin d'un don particulier. Contrairement à ce on a pu croire, les gens disent oui, accordeur, il faut un don particulier, il faut avoir l'oreille absolue et tout ça, absolument pas. Qu'est-ce que tu as développé d'autre qui est essentiel à ce métier? À part peut-être cette oreille que tu as travaillée? Euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi, ce métier m'a beaucoup servi dans ma recherche. Laquelle? La recherche spirituelle, voilà. Particulièrement au niveau de l'attention. Au niveau de l'attention. Ouais, ouais. À quoi on pourrait comparer le fait de rester combien de temps quand tu te penches sur un piano que t'accordes, tu peux rester combien de temps focalisé dessus? Bah, en fait, au début, j'étais focalisé, c'est sûr. Maintenant, plus du tout. Mais oui, bon, bah, j'ai à peu près 1 heure et demie pour accorder un piano. Ça dépend aussi Oui, de la complexité de la tâche, ouais. Voilà, vu de Ouais, la bien tâche, et sûr, puis il n'y ouais. a pas que ça. Mais c'est un énorme travail d'attention au début. Mais maintenant, ça a complètement évolué. Euh, depuis, depuis cet événement, les choses sont très différentes. Voilà. D'accord, on va avoir l'occasion aussi d'approfondir de ce Mm. côté-là, ce que ça a changé pour toi dans ta vie. Mm. Euh, Est-ce qu'on peut dire que l'attention que tu donnais était, puisque tu dis que ça t'a servi beaucoup pour ton travail, ce chemin sur la voie, hein, est-ce à dire que l'attention est importante, est un des éléments, un des facteurs, comme étant essentiel pour peut-être percevoir? Et on va développer ce qu'est percevoir, mais L'attention est extrêmement importante, mais il faut voir ce qu'on appelle par attention. C'est un mot qui est extrêmement récurrent dans toute spiritualité, l'attention, comme le mot être aussi. Mais j'ai l'impression que il s'est un peu déformé avec le temps. Ça me fait penser un peu à, vous savez, quand on dit mariage pluvieux, mariage heureux. On va à un mariage, alors il pleut, et tout à fait, oui. on se dit ah c'est Les merveilleux. projections. Alors la projection, et puis on se dit bah tiens, je vais faire la même chose. Je vais me marier, bah, je vais me spécialiser dans la météorologie pour être sûr que le jour de mon mariage, il fasse autant de chiottes. Pourquoi pas? Vraiment, là ça va être super. Alors on s'intéresse à la question, on pratique, jusqu'au jour où on se rend compte que mariage pluvieux, mariage heureux a été détourné. En fait, c'est mariage pluvieux, vieux, VIEX, qui veut dire que plus on se marie tard, plus le couple résiste aux vicissitudes de la vie conjugale. Et alors qu'en fait, les gens s'imaginent toujours que mariage pluvieux, c'est la pluie. Tout à fait. Alors que c'est Tout pas à ça. fait. Et en fait, ça a été complètement tourné. Et l'attention, c'est la même chose. Alors ça serait quoi l'attention? Comment tu la définirais? L'attention, elle n'est pas, dire que je parle toujours de l'attention non attentive. L'attention n'est pas, ce dont je parle, elle n'est pas du tout, elle se porte pas sur les choses. Elle n'est pas portée. C'est que tout apparaît en elle. C'est toute la différence. C'est une attention qui est totalement relâchée. Il n'y a pas de processus de saisie. Parce que souvent les gens me disent dans ton métier, tu parles de ne pas porter son attention, mais comment tu fais? Parce qu'il faut bien que tu saches comment la corde, est-ce que la note est juste ou fausse? Tu dois forcément procéder à un choix pour est-ce qu'on va la mettre plus haut, on va la mettre plus bas, qu'est-ce qu'on fait? Mais absolument pas. Parce que là, en ce moment, on se parle,
vous n'êtes pas obligé de porter votre attention sur l'audition pour m'entendre. Absolument pas. Le son, Ça se fait. le son parvient tout seul. Et donc c'est tout exactement comme cet espace qui nous entoure, tout est, comment dirais-je, tout apparaît en son sein, tout simplement, mais sans, il n'y a pas besoin d'effort d'attention pour ça. Et il y a en même temps que j'accorde le piano, il y a aussi la sensation de la chaise, la sensation des pieds, la sensation parce qu'en même temps j'ai obligé de jouer les notes, en plus pas les jouer n'importe comment, parce qu'il faut les faire à une certaine fréquence, et puis à la fois il ne faut pas les faire trop fort, il faut les faire bon. Et on peut dire que l'attention doit être complètement focalisée, mais pas du tout, tout apparaît dans l'attention, de façon totalement relâchée. J'allais dire que ton être prend une sorte de globalité à tout ce qui est là, dans la pièce. Oui, mais il procède à aucun choix. Il y a des c'est les choses qui viennent à lui. Qui viennent à lui, parce qu'il est totalement, c'est totalement ouvert, quoi. C'est totalement ouvert. Parce qu'il y a personne je peux utiliser bien sûr la façon objective, si je veux, je peux bien sûr la porter. C'est quelque chose que l'attention, c'est ça marche un peu comme un appareil photo, vous savez. Avec la focale. La focale, voilà. Hop, ça peut être. Si je fais lire un texte. Et puis je vous dis, bon, vous lisez un texte comme ça, puis l'attention est à peu près réduite sur très peu, oui, en fait. Centimètres carrés, ouais. Centimètres carrés. Ouais, tout à fait. Alors qu'en fait, l'attention est une attention complètement relâchée. Vous n'avez pas que le livre, vous avez vos jambes, derrière, tout ce qu'il y a autour. On le voit dans une attention totalement relâchée. Mais si, par contre, dans ce texte, je vous dis, Laurent, il y a une faute d'orthographe quelque part, automatiquement, l'attention, elle va chercher, automatiquement, va se focaliser. Encore plus. Donc l'attention a des tas de registres. Exactement, la surface d'attention va se réduire encore. C'est très bien, c'est exactement comme un animal devant un chat, il va choper une souris, l'attention, elle va être ciblée. Exactement, voilà. Donc il y a plein de degrés de focale. De vocale, tout à fait. Est-ce que il t'arrive d'oublier tes clés, d'oublier de faire des choses? Absolument, oui. Absolument. Alors, si l'attention est relâchée, qu'est-ce qui change entre l'attention qui est focalisée et le fait que si cette attention, elle est dans sa globalité, comment expliquer que tu as eu l'occasion, dans cette attention qui est relâchée, d'oublier les clés? Est-ce que attention à cet instant présent ne veut pas sous-entendre que les clés, à chaque moment, chaque instant présent, je sais où je pose tel objet, je suis conscient de ce que je fais dans l'instant présent? Ah non, absolument pas. Non. Comme l'attention n'est pas portée, parce que ça me fait penser à... J'ai un de mes amis qui m'a parlé de cette histoire du mille-pattes. Si on demandait à un mille-pattes de porter son attention sur chacun de ses pattes, au bout d'un moment, il s'en mènerait les pinceaux. Il y a une histoire avec ça, je ne connaissais pas, il m'a raconté ça, je trouvais ça très drôle d'ailleurs. Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, non, l'attention n'étant pas portée, mais en fait, il peut arriver d'oublier les clés, parce que ça doit arriver comme ça, les choses arrivent. Alors, on va peut-être maintenant aborder une question ou un angle d'attaque qui, dans le livre, est essentiel. Tout tourne autour de cette question. Bon nombre d'enseignants ont pu en parler. Ta magie, entre guillemets, c'est d'utiliser ou d'être ce qui filtre à travers toi et ce qui en ressort. Je l'ai trouvé modelé, si tu veux, d'une tonalité, d'une teinte, d'une couleur, d'un son qui résonne, qui est très transparent. Les mots sont très simples, ça va vraiment à l'essentiel, et en même temps, j'ai pu relire plusieurs fois la même phrase, et encore et encore et encore. Je sentais qu'il y avait une compréhension qui était sur le point de se faire jour, comme si je prenais encore un peu plus de hauteur sur l'identification qu'on peut avoir à ce corps mental là, qu'on considère être soi, tu vois, et de revenir sur cette phrase, creuser. J'ai l'impression à un moment donné, pour le fun, l'image qui m'est venue, c'était, tu sais, de ces bonzes taoïstes. Ils disaient très peu de choses. Allez, je vous donne ça, méditez dessus, et on revient dans une semaine, on en reparle. Il y avait cette image-là qui m'était venue, tu vois. Je sentais qu'il y avait un trésor à travers une phrase très très simple, ou une question, mais qu'il y avait un trésor à creuser. Et cette question, elle est magnifique, celle que tu utilises, c'est « Qui suis-je ? Qui je suis ?» Alors, je te pose peut-être la question directement. Qui es-tu, Franck Thérault? Comme je le dis, la question qui suis-je est une très mauvaise question. Parce qu'en fait, c'est le qui de la question qui pose problème.
on peut éventuellement suis-je, mais dès le départ, et la question est complètement orientée. Qui? Alors, bah oui. Et en fait, ce qu'on parlait d'éveil tout à l'heure, bien, on a déjà parlé, j'aime pas ce mot, éveil, mais enfin, j'utilise, c'est le mot générique, hein, on l'utilise. Donc, mais c'est la disparition, c'est vraiment la disparition du qui, quoi. Il n'y a plus de qui. Le qui suis-je? La question n'a pas de réponse parce qu'en fait, dès le départ, on attend à voir quelque chose alors qu'il n'y a rien. Il y a strictement rien. Alors, qui implique une personne, un identifiant, revêtir certains apparats, des habits, des peaux, définir notre personnalité, notre ego. Alors, on va avoir l'occasion de creuser sur toutes ces questions de qui ne serait pas ce qui et de qui il serait, mais il n'y en a plus. Donc, le je et le suis. Si le qui est trop. Ouais, je et suis, en fait, quand on dit je suis, euh, il faut voir ça d'une manière perceptive parce que je ne veux pas rentrer trop dans des considérations intellectuelles parce que l'intellect n'est strictement pour rien. C'est-à-dire que Vas-y. de toute façon, il ne peut pas les comprendre. Pourtant, je parle tout au long de mon livre de la compréhension. Exactement. Et tu parles d'intellect aussi. Hein. Voilà, on va y oui, revenir. voilà. Mais j'informe simplement l'intellect, simplement, je l'informe. C'est important d'informer que de toute façon, tout ce qu'on peut faire pour ne sert strictement à rien. Des formes. Déforme. Donc, mais on revient à ce qu'on disait avant, par je suis, en fait, je et suis sont les mêmes mots. En fait, c'est ça là, on pourrait, d'une façon perceptive, ils amènent au même ressenti. Tandis que qui amène à un ressenti totalement différent. C'est pour ça. Mais, comment expliquer? Alors, je vais entre guillemets, t'aider et je vais reprendre le bouquin. C'est simple. Hein. Oui. Tu fais une allusion que j'ai trouvée magnifique. Avec le « je suis », on pourrait, dans ta métaphore, utiliser le yin et le yang. Et le symbole du Tao. Plus le symbole en tant que tel, dans sa complétude. Parce qu'il est en 3 parties, le symbole. Voire 4. Mais bref. Tu nous dis qu'il y a le « je », il y a le « suis ». Et il y a donc cette métaphore qu'on pourrait utiliser de cette image qui est magnifique, qui est le yin et le yang. Est-ce que tu pourrais nous faire des ponts, si je puis dire, avec le symbole du yin et du yang, et puis le je suis, et puis peut-être le qui? Bah, je veux dire que quand on dit je suis, l'être, être c'est suis, si je veux dire. Et ce que j'appelle je, si on peut dire, mais je rentre pas là-dedans parce que c'est pas trop là-dedans, parce qu'on risque de faire faire marcher la cafetière là-dessus et que c'est que du ressenti. Mais ce que j'appelle je, dans ma terminologie, si on peut dire, c'est toute la personnalité qui elle est toujours là. C'est ça. Mais il n'y a pas le qui. Le qui, comment dire, le qui c'est la personne. Et le jeu, je dirais jeu, c'est uniquement la personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, que même si cette expérience, qui est une non-expérience, se produit, la personnalité est toujours là, avec la façon la façon d'être, Tu veux dire son programme? Est-ce qu'on pourrait dire son programme? Est-ce qu'on pourrait dire des étiquettes? La personnalité, finalement, c'est une personne. Et une personne, c'est personne. Oui, en fait, c'est un mot qui est un peu difficile parce qu'en personnalité, il y a le mot personne, alors qu'en fait, il n'y a personne. Mais c'est Charles Anthony qui emploie, j'aime beaucoup cette expression, la couleur. Voilà. Sa couleur. On a une couleur particulière. Tout voilà. à fait. Qui nous fait, on va dire, nous sentir un et indivisible, unique. D'avoir une séparation, de se sentir différent des autres. D'avoir donc, pourrait-on, une impression d'existence propre en soi. Du fait de se sentir séparé, ce corps pourrait nous montrer qu'on est séparé. Mais donc, quand je dis l'existence propre, c'est c'est l'ego. Quand je dis la personnalité, c'est la façon dont ça s'exprime à travers l'être. Exactement comme Bach était musicien. Oui, sur une tonalité. Il y avait couleur. Ce qui sort de lui est complètement différent même de Beethoven, de n'importe qui d'autre. Il est unique. Hein, il est unique, on sent. Mais c'est le parfum qui en ressort, et tout à fait. Et c'est simplement ça. En fait, il n'y a pas besoin d'une personne. En fait, la personne, c'est simplement l'impression d'être une personne qui se rajoute par-dessus, simplement. Sentiment d'individualité qui vient s'attribuer. Tu parles du mental comme étant
un élément qui là se trouve être de se prendre les pieds dans le tapis. Mhm. En quoi le mental serait un problème? Et en quoi serait-il dans ce cas-là? Pourquoi existe-t-il s'il est là? En fait, le mental n'est pas un problème. Donc, je ne jette. Il n'y a rien à acheter. Hein. J'ai toujours, d'ailleurs, tout le long, je dis c'est partout, tout est OK, tout est parfait. Je fais ça tout le temps. Tout à fait, ouais. Donc voilà. Donc il n'y a rien à jeter. Simplement, c'est que le mental nous fait vivre dans deux mondes. Au lieu de vivre dans un monde, on vit dans deux mondes. D'ailleurs, c'est une faculté qu'a l'être humain, qui est extraordinaire, de pouvoir vivre dans deux mondes en même temps. Donc vivre dans le monde qui est là, ce qui est là. Le monde Laurent, phénoménal. là, Le monde phénoménal. la bouteille, et là, il y a ma paire de lunettes. C'est le monde. Et il y a un autre monde, le monde tout à fait conceptuel. On va penser à sa vie sentimentale, ou sa vie professionnelle, tout ça, qu'on arrive à faire en même temps. Mhm. Et c'est ça, c'est le deuxième monde. Mhm. Et comment dire, ce que j'appelle le mental, c'est ce deuxième monde qui est réel aussi, mais qui est une réalité imaginaire uniquement. Voilà. Mais je ne sais plus la question d'ailleurs maintenant. On était parti sur la question. Qui je suis de ce mental, et de comment on pouvait s'identifier à travers, apparemment, ce deuxième monde, qui est une projection de ce que l'on croit être, d'une individualité. Mais ce sont vraiment que des projections, ça ne repose sur rien. Et en fait, ce que tu nous dis, c'est que ce monde-là, étant imaginaire, c'est pas l'essence des choses, il est irréel, on s'y attache, on croit qu'il y a cette identification, mais nous sommes ce premier monde qui perçoit tout d'une manière, symbiotique. Ça passe par le perceptif pour après aller au discursif. J'emploie la terminologie de Marigal, qui est une terminologie entre discursif et perceptif. Au départ, ça passe par le perceptif. En fait, les perceptifs, c'est les cinq sens. Les cinq sens, la propriété des cinq sens, c'est de percevoir. Voilà. En revanche, les cinq sens ne pensent pas. Et alors, de l'autre côté, il y a toute la machinerie mentale qui, elle, ne fait que de penser, mais qui ne peut pas percevoir. Elle ne perçoit rien. Et le personnage qu'a créé ce mental, en fait, ne perçoit rien. Il croit percevoir, il a l'impression de percevoir, mais ce qu'il perçoit, c'est les cinq sens. C'est pas lui. Il a fait c'est toute une association qui s'y attribue aux cinq sens. Voilà. Alors lui, il fait que de penser. Il fait que de penser à cause de la mémoire, parce que si on remonte à la source des pensées, on trouve que de la mémoire. Il y en a qui vont dire remonter à la source des pensées, vous allez trouver le soi. Soi, ça ne veut pas dire grand-chose, je ne sais pas ce que ça veut dire pour les gens, ça ne veut rien dire du tout. On trouve surtout une chose, c'est une capacité, un énorme disque dur, oui, tout à fait, qui est là et qui ne fait que renvoyer des images. Parce que, de toute façon, si vous, comment dirais-je, si vous n'avez plus si vous oubliez tout, de toute façon, si vous n'avez pas de mémoire. De mémoire. Il y en a, il y a certaines maladies comme ça. Il y avait eu un film dessus avec l'un des anciens des Inconnus qui était tombé amoureuse d'une femme dans un institut. Lui avait des problèmes de personnalité et elle perdait la mémoire. On va dire la mémoire à long terme. Et plus on avance dans le film et plus elle vient à se souvenir peut-être de la minute qui vient de s'écouler et puis terminer. Donc tout son entourage, tous ceux qui l'aimaient, pour elle, c'est des inconnus perpétuels, j'allais dire. Donc il y a cette même chose finalement, ce qui fait que nous croyons être, c'est vraiment ce stockage de disques durs, et on s'attribue tout ça. Si peut-être on peut oser se poser une question, si en croyant peut-être que j'ai plusieurs vies, j'ai pu vivre une vie en tant qu'Allemand nazi dans la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, dans quelle mesure est-ce que j'aurais pu décider de ne pas être nazi ? Finalement, je serais né dans une culture où un pays avait une certaine idéologie, et dans le grand nombre, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais dans le grand nombre, beaucoup ont adhéré à ça. Mmh. Donc, est-ce qu'il y a d'ailleurs une chanson de Jean-Jacques Goldman qui fait part de ça ? Et si j'étais né à Langenstein, me semble-t-il, je ne sais pas si c'est vraiment avec la bonne prononciation pour la ville, mais il y a cette idée, finalement, qui je suis ? Est-ce que je peux vraiment critiquer l'autre ? Parce qu'au final, je ne suis pas né dans sa culture, je ne suis pas né avec les parents qu'il a eus, je ne suis pas né avec tout ce qui a fait qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas les pièces qui m'ont été données en main dès le début, donc en quoi je peux le critiquer, en quoi je peux lui jeter la pierre ? Il y a cette idée-là ? En fait, on ne fait rien. On a simplement l'impression de faire. C'est quand je dis que depuis cette expérience, en fait, les choses se produisent exactement comme avant. Simplement, c'est qu'il n'y a plus ce qui a disparu, c'est l'idée de faire.
L'idée d'être l'auteur, d'avoir un auteur derrière, les choses se déroulent exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fait, à quel moment qu'on fait une action, on sent vraiment l'auteur. On n'y pense pas. On marche dans la rue, on ne pense pas du tout. J'avance le pied droit, j'avance le pied gauche. D'un côté, on pourrait te répondre, oui, mais c'est comme ça que tu as appris. On te l'a enseigné. On pourrait te dire ça. Dire qu'on me l'a enseigné. Mais sur le fait de savoir marcher. Oui, non, mais je veux dire pas là qu'il n'y a pas, on n'a jamais la conscience de la journée, la conscience de que l'acte qu'on est en train de faire, on est en train de le faire. C'est moi qui le fais. Quand les gens sont à leur travail, ils sont complètement occupés ils pensent pas chaque mois, c'est moi qui le fais, ça c'est moi qui le fais, c'est moi qui le fais. Pas du tout. Il y a que par moment que ça vient. En fait, cette identification, elle est pas là souvent. Continuellement, en fait. Ouais. Continuellement. Ce qui passe, c'est que ce qui est difficile chez les gens, je parlais de l'histoire du deuxième monde, c'est de ne pas voir que le monde imaginaire, il a qu'une réalité imaginaire. C'est ça, il y a des gens qui n'arrivent même pas à le comprendre. Des fois, j'ai des gens avec qui j'ai pu discuter, qui avaient vraiment des difficultés dans la vie, à cause de... Je leur disais, mais ce que tu me dis là, ça n'existe pas, c'est où en ce moment, ce que tu me dis là? Impossible à faire la part des choses, en train de dire, mais c'est où là? Montre-moi, il est où ton problème là? Il est où là? Mais de pas voir qu'en fait c'est que l'imagination qui travaille ça, et puis bien sûr qui l'imagination vient d'où? L'imagination vient d'où? De ce stockage de disques durs. Mais pourquoi ce disque dur assemble certaines pièces du person entre elles et pas d'autres? Alors ça c'est un mystère. Ça c'est un mystère. Mais il y a pas que ça, il y a aussi tout l'inconscient collectif qui est relié. C'est ouvert. Après c'est ouvert sur toute l'inconscient collectif. La preuve, il y a tas de tendances qui sont... Il y a des gens qui vont... En ce moment, il y a une espèce de tendance, ils appellent ça le néo-Advaita, là, j'ai entendu parler de ça. Oui. C'est un mot que j'ai entendu. Oui. Voilà. Et c'est vrai que les gens sont de plus en plus paresseux maintenant dans ce domaine-là. Tant mieux, c'est bien. Et en fait, c'est une tendance qui se fait depuis quelques années. Ça c'est tout seul, quoi. Ça c'est tout seul. Donc tout est relié sans arrêt. Alors tu perçois toutes ces interconnexions, si je puis dire, mais il n'y a plus personne pour percevoir, tu vas me dire. Oui, en fait, le problème, c'est très difficile à expliquer, à mettre en mots. Non, tu le fais très bien. C'est pas... Non, je te jure que tu le fais super bien. Non, mais tu te rends pas compte, parce que pour toi, tu as le sentiment que c'est dur à expliquer, mais ce que tu expliques avec tes mots, avec tes termes, résonne forcément dans l'univers. Forcément, ça résonne. La question n'est pas de savoir peut-être à qui, mais que ça le fasse. Et puisque tout est juste, vraiment de l'exprimer avec tes mots. Franchement, ton livre m'a ouvert énormément de choses. Et tu t'es pas posé de questions d'ailleurs dans le bouquin, en disant c'est compliqué. Peut-être qu'une fois ou deux, tu le dis, ouais, c'est pas facile, effectivement. Mais c'est pas une question de facile ou pas facile, hein, franchement. Ta terminologie, ta manière de le faire, même si tu as le sentiment de tourner en rond, en fait, c'est ça. Si tu as le sentiment de tourner toujours en rond avec le même vocabulaire et de croire que les gens ne comprennent pas, c'est comme de prendre ton œuf le matin avec ta cuillère. Puis tu es obligé peut-être de frapper un peu plus fort à chaque fois, tu vois. Mais c'est au nombre de coups. Mais chaque chose arrive en son temps et il y a des fois où tu as le sentiment de rien faire, tu as juste dit un merci. Mais ce merci, il a peut-être sauvé la vie de quelqu'un. Tu vois, et pourtant, c'est qu'un merci. Est-ce qu'un merci est difficile à dire? Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres, non. Mais l'impact qu'il a eu, à la rigueur, toi, tu as fait, entre guillemets, ce que tu as à faire. Ça s'est fait. Et l'autre, il a reçu ce qu'il devait recevoir. Et c'est ça qui est magique. Vraiment, la manière de ce qui a circulé à travers toi, à travers ta personnalité, hein, ce programme qui s'appelle Franck, hein, on va le dire comme ça, je trouve beau de la manière dont il a été mis en forme, dans la manière dont c'est passé, la manière de la tonalité, la couleur, vraiment, je sais pas, et c'est pas pour entre guillemets mais c'est pas pour te brosser, c'est que la manière dont ça a résonné en moi, c'était super. J'ai vraiment, ça m'a fait bosser, ouais. Ça m'a fait bosser, ça m'a permis de comprendre un peu plus, tu vois, entre guillemets. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais oui, mais alors dans ce cas-là, l'éveil, est-ce que c'est quelque chose qui arrive d'un coup? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se travailler? Est-ce que c'est quelque chose de progressif? Ou alors c'est comme un peu un avion qui doit décoller, tu sais?
L'avion au début, beaucoup d'énergie, il met les moteurs, les gaz à fond. Et pourtant, il quitte le sol de quoi quelques mètres, tu vois. Et puis à un moment donné, quand il arrive en fin de piste, il décolle. Ouais. Alors la question... Là, en fait, j'en ai parlé dans un article que j'ai fait dans l'Entre-deux millénaires, dernièrement, la revue. Je ne sais pas si tu connais cette revue, une excellente revue, très très bien. Chez Philippe Muller qui s'occupe de ça, ils ont une revue qui est faite par des bénévoles. Ils font un merveilleux travail. Je les salue au passant. Voilà, pour dire qu'ils font vraiment des choses très bien. Et oui, alors en fait, c'est comment dire, l'éveil, c'est quelque chose de tout à fait instantané. Mais ce qui est très très long, c'est le mental chercheur c'est lui qui fout là, en fait, si je fais le bilan de mes 25 ans de recherche, entre 25 et 30 ans de recherche, ça a consisté, je vais donner une image, mais ça sera, au moins là, je vais mériter d'être clair. C'est comme si j'avais frappé dans les mains en cherchant le silence. Toute la journée, frappé dans les mains, frappé dans les mains. Et j'ai rencontré des gens, il y en a qui se faisaient appeler des gourous, des fois, c'est pas eux qui veulent se rappeler des gourous, c'est les disciples qui les appelaient comme des gourous, mais enfin bon, c'est toujours un peu comme ça. Et résultat des courses, alors j'en ai vu qui m'ont dit, ah bah non, il faut frapper plus fort. Il y en a d'autres qui m'ont dit, ah non, bah c'est pas ça, c'est pas taper fort, c'est le rythme qu'il faut changer. Là, vous battez à 4 temps, là, il vaut mieux passer à 3 temps. Voilà. Et comme ça. Alors j'ai frappé dans les mains pendant pratiquement 30 ans. Et avec vraiment une ferveur au point d'en perdre le sommeil. Et jusqu'au jour où ce silence que je cherchais, j'en ai commencé à avoir ras-le-bol de taper dans les mains, vraiment, vraiment marre. Mais il faut vraiment en avoir vraiment, vraiment marre, être vraiment découragé. Et à ce moment-là, j'ai arrêté de frapper. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le silence est déjà là. Voilà toute mon histoire, c'est ça. Exactement ce que j'explique dans le livre, c'est on nous demande d'être toutes les chemins spirituels, s'il y a un noyau commun, c'est être. Même que ça soit des voies, que ce soit bouddhiste, tout ce que vous voulez, c'est toujours être. Et quand on se rend compte qu'il est absolument impossible de ne pas être, mais c'est eureka, quoi. On se dit, mais pourquoi j'ai fait tout ce travail de méditation? On me demandait d'être, mais il est impossible de ne pas être. Alors là, c'est instantané, on se rend compte immédiatement, mais après, par contre, il y a toute la recherche, parce qu'il y a tout le travail de recherche qui est extrêmement... qui freine en fait les choses. Il y a deux choses. Il y a tout le travail de recherche avant, et après, il y a toute la mise en place, comment dire, il y a toute une mise en place de cet événement, qui est un non-événement, dans la vie de tous les jours. Parce que ça peut être un choc terrible pour certaines personnes. Pour d'autres, ça se passe beaucoup mieux, bien qu'il n'y a personne. Mais enfin, la façon dont c'est ressenti à travers le corps et à travers le corps, surtout, en particulier. Alors, je vais avancer un petit peu, puisque j'aimerais reprendre le livre, même si tu redis les mêmes choses, mais il y a certaines choses sur lesquelles moi, ça m'a titillé, ces fameuses phrases où je suis retourné, tu vois, je te faisais mention tout à l'heure de cette fameuse question que tu utilises, hein, je suis qui et le qui est de trop. Ok. Tu nous dis le suis, tu utilises différentes terminologies, tu dis que le suis, c'est l'être. C'est ce qui est. Certains pourraient l'appeler cela. Dieu, appelons comme on veut, mais à travers ces différentes terminologies. Mais suis, donc c'est être, comme tu le dis, il est impossible de ne pas être. Donc être, c'est tout ce qui est, à travers le monde phénoménal ou non. Tout ce qui est. Une pensée est issue de suis. Il n'y a que être, mais comment dire, oui, continue. Non, mais si tu n'hésites pas à me couper en même temps. Donc ces différents termes qui décrivent le suis, ou soi, ou Dieu, ou ce qui est. Le jeu, tu nous dis que ce serait donc notre ego. Le jeu, c'est l'identification du programme dans lequel on est, dans cette matrice, dans ce suis. Le jeu est avec le suis. Mais le suis existe sans avoir besoin du jeu. Le suis est. Le jeu vient se rajouter dans le monde phénoménal à travers le corps mental Franck, le corps mental Laurent et tant d'autres qui se sentent entre guillemets individuels. Mais un objet aussi fait partie du suis. Et il a ce jeu, lui,
aussi, cette identification, mais qu'on lui donne. Mais il l'est en tant que tel aussi. Lui, il n'a pas la faculté de penser, si je puis dire, en apparence. Mm. La pensée, la condition de l'être humain et le fait de savoir penser. Tu nous parles de la conscience inconsciente d'elle-même. Oui. Tu peux nous développer ça? C'est c'est extrêmement difficile à développer parce que en fait, on aura, ça dépend de la façon dont de quel point de vue c'est dit. Parce que vous verrez d'autres qui vont vous dire, ils vont vous parler de conscience consciente d'elle-même. Et par exemple, je vois peut-être Stéphane Jourdain, je sais pas si tu connais Stéphane Jourdain, Oui, oui. lui il parle de conscience consciente d'elle-même. Moi je parle de conscience inconsciente d'elle-même. On va dire, mais tiens, mais je comprends pas, il y en a qui dit l'un et l'autre qui dit l'autre. Mais alors c'est quoi en fait, le, le, Les mots, le vocabulaire, oui, c'est les mots ce parce qu'on qu'en y met, fait, ce qu'on y met derrière, ce qu'on y met derrière, c'est toujours pareil. Et alors, déjà, le elle-même ne va pas, et de trop. et le elle-même est de trop. Déjà. Mais oui. Bon. Mais le fait de s'exprimer est de trop. C'est Mais pour ça que je j'ai parle changé, du ressenti. j'ai changé de terminologie en mettant conscience tout court par rapport à conscience consciente. Ce que j'appelle conscience consciente, c'est quand il y a une conscience, quand elle devient consciente par rapport à un jeu, Consciente qu'il y a un jeu. à une illusionnée, c'est Illusionné. la conscience consciente. Il y en a qui vont tout à fait le contraire. Mais ça dépend comment on le dit. Parce que cette conscience, elle se sait elle-même. Mais elle se sait, mais à la fois, elle n'est pas, comment dire, elle a rien de personnel. C'est extrêmement indique. Elle quoi, elle? Elle a rien. C'est pas. Elle Rien se de sait, personnel. elle se sait elle-même, mais pas en tant que de. Il n'y a pas De corps, entre ouais, guillemets. ouais, On ne peut pas l'enfermer dans une boîte, puisque c'est tout ce qui est. oui, c'est ce qui est. C'est pour ça que c'est très difficile à employer des termes. Et, Ah oui, mais oui. là-dessus, j'aurais beaucoup de difficultés à te répondre, parce que on essaie de préciser dans les termes, mais les termes peuvent changer sans Ouais, arrêt changer. mais On peut complètement tout changer à fait. dans l'autre sens. Changeons-les. Mais changeons-les Mais alors. quand je dis qu'elle est conscience, c'est admettons là, tu ne sais plus rien. Admettons, tu oublies tout. J'oublie Tu tout. sais même pas de quoi on parlait il y a Une seconde. il y a une seconde. Tu sais même pas sur l'appareil de mécanique automobile, sur l'appareil de je sais pas quoi. Tu sais pas. Hop, plus rien. Qu'est-ce qui reste? Il reste que simplement le fait d'être. Simplement le fait d'être. Et ce fait d'être, si tu veux, maintenant je dis, c'est perceptible. C'est simplement, tu peux pas, c'est ce que tu peux pas enlever. Tu peux enlever tout ce que tu veux, mais ça tu peux pas l'enlever. C'est impossible d'enlever. C'est ce qui reste. Mais ça, si maintenant tu oublies ce fait d'être, si tu veux, lui, il sera toujours là quand même. Oui. Parce que lui, il n'a pas de souvenir. Oui. Il est pas, tu peux pas t'en rappeler. Oui, il est dans l'instant Tu vois ce présent. que je veux dire? Tu peux pas t'en souvenir. Il y a des gens qui pratiquent le rappel de soi, mais le rappel de soi, je suis désolé, ce n'est que du mental. Parce que comment dire, l'être n'a pas de souvenir. On ne peut Oui. pas le qualifier comme souvenir. Parce que même si tu oublies tout, de toute façon, ça, tu ne pourras Jamais l'enlever. C'est comme C'est je dis là. dans l'article que j'avais fait, c'est sans souvenir que l'on peut s'en souvenir. Quand tu oublies tout, quand tu as tout oublié, il ne reste que être. Mais être, c'est pas en portant son attention dessus. Il n'a pas besoin de porter son attention dessus. Parce que c'est déjà là. C'est déjà là tout le temps. Il n'y a pas à le maintenir, ni quoi que ce soit. Pourquoi le maintenir? Le maintenir, ou pourquoi, à la limite même méditer, c'est rajouter de la méditation à une méditation qui est déjà présente. C'est simplement ça. C'est extrêmement simple. Mais oui, mais en même temps, il t'a fallu faire ce chemin. Oui, de frapper dans les mains. Mais admettons que, bah oui, mais est-ce que c'est pas quelque part le symbole de l'Ouroboros? Je l'ai précisé, c'est à travers tes propos, j'avais cette image-là qui m'est venue finalement, le serpent qui se mord la queue. De ce chemin, tu dis qu'il servait à rien, mais en même temps, s'il s'agit de jouer, il y a peut-être un intérêt à ce que ce suit, ça qui est, il y a peut-être un intérêt pour elle, parce que tu parlais du mystère tout à l'heure, à ce que on ait oublié que c'est. Et qu'on n'a pas besoin d'avoir cette identification, cette personnalité. Est-ce qu'on peut pas parler d'un jeu, juste d'un jeu? Et que ce travail de recherche que tu as effectué de ces 30 ans de cheminement ont été un jeu juste pour le plaisir de se perdre? Oui, tout à fait. Mais je veux dire par là que c'est pas. Si j'ai fait un cheminement, ce cheminement, je l'ai fait parce que en fait j'ai été guidé par des ouvrages, par des gens que j'ai pu rencontrer.
Et puis, comme la plupart du temps, j'ai tout compris de travers, donc j'ai tout fait de travers. Mais C'est parce que les gens t'es se dur disent avec tout. toi. Non, mais tous les gens me disent souvent, ah oui, parce que pour pouvoir arriver à ne rien faire, il faut avoir fait pour arriver à ne rien faire. Il faut parce que c'est vrai que Potentiellement. tous les gens que je connais pas de gens qui sont parvenus, c'est pas ça, parce qu'en fait on ne parvient pas, c'est qu'à un moment où cet événement, ce non-événement peut se produire, où l'effacement de cette identification personnelle, c'est jamais arrivé des gens qui ont médité, puis là, ce coup, pouf. Ben, la preuve même, c'est que le Bouddha, c'est qu'il a arrêté de méditer, C'est vrai. voilà. C'est vrai. Donc c'est pas. Quand il était sous un arbre, on pense qu'il méditait. Hein. La légende veut ça aussi. C'est vrai qu'il a médité pendant longtemps. Il a été dans les extrêmes. Mais tu parlais d'attention, mais qui n'est pas focalisée, qui n'est pas tendue, hein, de cette attention qui est relâchée, qui est juste le fait d'être. Parce que tous les gens que je connais, que j'ai pu, les témoignages que j'ai pu voir, c'est toujours par désespoir. Parce qu'ils ont été au bout du bout. Comme toi d'applaudir. Exactement, comme moi j'en avais marre. Soit c'est ça, ou soit parce qu'ils ont vécu des moments, des grandes maladies, ou des grands moments de souffrance, ou d'excès de joie. Voilà, c'est pas quelque chose, comment dire, tout le travail spirituel qui est fait ne sert strictement à rien. Je veux dire par là qu'il n'y a pas besoin de méditer, tout ça. Je vois que j'ai vraiment perdu du temps, quoi. Comment dire, tout le faire, tout ce qu'on fait dans ce sens-là est complètement à côté de la plaque. C'est comme si vous vouliez, comment dirais-je, travailler la vue, alors qu'en fait c'est l'oreille qui est visée, quoi. Oui, il y a strictement aucun rapport avec le faire, avec le fait de faire. Il y a aucun rapport. Alors on fait, parce qu'on est habitué à ça. On est habitué depuis tout petit. On vous dit, à l'école, il faut bien travailler. Après, tu auras un beau diplôme, tu auras machin. Quand j'ai fait du violon, il fallait que je fasse du violon tous les jours. Après, quand j'ai voulu faire que ça, j'en faisais entre 10 et 15 heures par jour. J'avais même le cou complètement arraché. D'ailleurs, je devais mettre des pansements parce que j'avais les coups complètement usés par le violon, tellement je travaillais. J'avais les doigts, c'était même plus des doigts, c'était de la vraie Sharpie. Mais je travaillais comme un fou parce que j'adorais ça. Et il fallait travailler, il fallait faire. Et toutes les poursuites humaines, comme ça soit n'importe quoi, la danse, n'importe quel, c'est toujours du travail. On est habitué à ça. Mais et c'est ça parce que Mais qui fait? Oui, qui fait. Mais on n'arrive pas à concevoir que quelque chose. C'est en faisant rien qu'on arrive à quelque chose. On n'arrive pas à le concevoir. Parce que j'ai même rencontré des gens qui m'ont dit. Voilà, j'ai compris la raison de ne pas faire, très bien, mais bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Mais c'est vrai que les gens raisonnent comme ça, hein. Des gens qui m'ont dit ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, je leur dis, mais non, mais justement, il n'y a rien à faire. Mais, bon, vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est c'est difficile d'imaginer une alternative en dehors du faire. C'est très très difficile à imaginer. Tout à fait. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on nous ait fait croire qu'il y ait besoin de se faire pour se sentir être, alors que être est déjà. Surtout que l'être, ils sont, comment dire, j'ai employé différemment, mais il faut comparer l'être à l'espace qui nous entoure. L'espace qui est là. Très intéressant, c'est vrai. Cet espace, il se fiche royalement de savoir ce que vous faites. Il s'en fiche. Il a au lieu d'avoir invité Franck Thérault, t'as invité Marc Dorcel qui te parle de ses films de cul. Quelle différence! L'être, il s'en fout. Il s'en fout complètement. Lui, ce qu'il veut, lui, c'est, il veut rien. Justement, il veut rien. C'est qu'il se fiche complètement de ce qui, il y a pas. C'est pas parce que tu vas méditer, parce que l'être, l'espace, il est toujours là. C'est en lui que les choses se passent. Et lui, c'est quoi, quand je parle de regard qui ne regarde rien, parce que lui, il ne regarde rien. Et c'est être, simplement être. Et ce qui permet. C'est les choses se passent, se produisent, il y a du bonheur, du malheur, il se passe des tas de choses, il y a toujours de la colère, il m'arrive de pleurer, mais comment dire les choses, j'ai employé l'image, mais c'est un peu, tu deviens comme une super casserole anti-adhésive. C'est-à-dire qu'en fait les choses se produisent, mais elles tu sais, t'as une vieille casserole toute pourrie, tu peux cuire ton steak dessus, c'est la mort. Ça colle, quoi. Tu
tu prends la super dernier écrit, tu vas poser ton steak dessus, tu passes sur la sauce, ils dansent les steaks dessus. Ils font ça avec les poêles en pierre maintenant qu'ils ont. Oui, ils font des trucs incroyables. Incroyable. Mais c'est pareil, Ça c'est qu'en glisse. fait, ça reste pas. Toutes les choses, et après, une fois que c'est fini, hop, tu retournes dans le steak. Elle est impeccable, la casserole, t'as plus qu'à la ranger. Voilà. Ben, c'est exactement la même chose. C'est que les choses sont toujours là. Il y a toujours les peurs, il peut toujours avoir de la peur, il peut toujours avoir des désirs, il y a toujours tout ça. Ça ne change strictement rien. Simplement, c'est que ça n'adhère plus. Il y a plus d'adhérence, ça laisse pas de trace, si on peut dire. Ça ne fait que de passer, parce que tout fait que de passer. Il y a le moment là, et après il y a le moment d'après, il y a pas le moment d'après. C'est tout des. Une succession de moments présents. Ça fait que de passer. Passe. Et après, ça n'existe plus ce qui vient de passer, ça n'existe plus. Il n'y a plus d'existence. Donc en fait, parce Tu que regardes un souvent, film. les gens s'imaginent toujours que la vie va être différente, mais non, mais pourquoi elle serait différente? C'est-à-dire qu'avant, il y avait quelqu'un qui n'était pas conscient, et après, est-ce qu'il y avait quelqu'un avant qui dirigeait tout ça, et après il n'y en a plus, ou quelqu'un qui était inconscient de tout ça, et maintenant quelqu'un qui en est témoin? C'est extrêmement difficile d'expliquer tout ça, parce que une fois, quelqu'un m'a dit ça, une fois que je rencontre des gens de temps en temps, il y en a qui m'a dit, bon, je fais pas de conférence ni rien parce que je suis, c'est pas, bon, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais des gens m'ont dit, mais vous dites qu'il y a personne et tout ça, mais pourtant vous dites je, vous dites je, je fais ci, je fais ça. Alors, ils comprenaient pas. Mais j'ai expliqué, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Soit je fais comme Alain Delon et je dis Franck machin. Mais c'est quand même. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas alors, il n'y a pas de première personne. Alors, je ne vois pas pourquoi il y aura une troisième déjà. Hein. On ne peut pas remplacer le par un il. Alors, si je dis, au lieu de dire, bon, je vais accorder un piano, donc ce matin, j'ai accordé un piano, non, je vais dire, ce matin, donc Franck a accordé un piano. Bon, je parle à la troisième personne. Non, mais c'est intéressant parce que c'est Voilà. ce qu'ils faisaient en Inde dans le passé. Voilà, on peut dire. Mais c'est en piégé, même ça, c'est en piégé parce qu'on s'est attribué le fait qu'on se parlait à la troisième personne comme étant éveillé. Donc certaines personnes ne l'étaient pas, mais dans leur tradition avec les castes, se disaient justement, alors je parle de moi à la troisième personne, mais là je suis dans la merde parce que je suis toujours pas éveillé. Ou bien, on sait aussi, on peut rajouter, on pourrait encore dire, tiens, on va dire, ce matin, un accord de piano a eu lieu. Voilà. Ah oui. Mais même en disant ça, c'est trop. J'instaure un témoin. Oui. On dirait, il y a bien un témoin. Donc on n'en sort pas. Je préfère dire je, c'est beaucoup plus simple. Et puis en fait, on dit je. Quoi. Oui. Mais on va essayer de trouver une autre solution que ça, on n'en trouve pas. Parce qu'on voit toujours un témoin derrière. Soit c'est je, soit c'est il qui est là-bas, ou soit c'est la chose a eu lieu. En fait, le plus juste, c'est de dire l'accord a eu lieu. C'est la plus juste. Mais on peut pas parler comme ça. Ça rimerait à rien. Ça rimerait à rien. On va m'enfermer la vie. Oui, c'est sûr. Alors, on est déjà pris pour des gens un peu bizarres. Alors. C'est sûr, mais ça peut se comprendre. Et d'un autre côté, ce qui transpire à travers toi, je vais le dire comme ça, c'est apprendre au premier degré la lettre. En fait, quand j'ai commencé cette voie, ce chemin, à un moment donné, je réalisais pas, je cherchais vraiment à midi à 14h, hein, je me rends compte, que c'était vraiment apprendre au premier degré. Ce qui était marqué, ce qui était donné dans le bouquin là que j'avais, apprendre au premier degré. Je me dis, c'est si simple que ça. Et c'est pour ça que je suis revenu plusieurs fois sur les mêmes phrases dans ton bouquin. Parce que c'est tellement simple, mais c'est vraiment ça. C'est tellement ça. Réfléchis bien de ce que ça implique, les tenants, les aboutissants, de ce que ça implique du mot qui est choisi. Parce que rien n'arrive par hasard, quoi. Oui. Tu vois que cette simplicité, c'est comme en dessin, va dessiner un œuf. C'est une forme qui est d'une simplicité énorme, mais va dessiner un œuf. C'est ce qu'il y a de plus dur. C'est toujours ce qu'il y a de plus dur. Oui, oui. Et pourtant, alors tu parles d'intellect, tu parles de compréhension. Attends, je vais essayer de retrouver mes petits papiers, tu vois, parce que c'est ça aussi. Parce que toute ma démarche, en fait, pour la définir, toute mon approche, c'est de faire comprendre aux chercheurs sa parfaite inutilité. C'est uniquement ça. Parce que cette compréhension, on ne peut pas comment dire, l'éveil, ça peut pas se comprendre intellectuellement, ce n'est pas possible. Parce que de toute façon, c'est par le canal perceptif. Oui. Ça passe pas du tout par le canal, c'est pas possible. On peut imaginer ce qu'on veut. Et d'ailleurs, ce qui est le comble du paradoxe, c'est qu'il y a des tas de gens, tous les gens qui cherchent l'éveil, au travers des pratiques méditatives et tout ça, ils savent même pas ce qu'ils cherchent. On ne sait pas. On a une espèce d'idée. Tout à fait, ouais. Comme ça, mais on ne sait pas tout ce qu'on cherche en fait.
on va vraiment dans le noir, C'est. voilà. Ouais. Mais en fait, le méditant, comment dire, c'est celui qui va, si je dis aux gens, euh, essayez de ne pas être, vous que l'être est toujours là. Alors l'autre, le méditant, il va arriver, c'est celui qui arrive derrière, là. Il arrive derrière et puis il dit, ah bah oui, ah ben maintenant, je vais m'exercer à ne rien faire. Voilà. Hop, il est reparti. Alors qu'il y a simplement à le savoir. Savoir que l'être est toujours là. Il n'y a que être. On le ressent. C'est pas, on ne peut pas faire autrement. On peut pas. Les sons que tu entends, tu ne fais aucun effort pour se produire. Tout arrive de lui-même. Simplement, c'est que par moment, il y a un personnage qui vient, qui est très chiant. C'est celui qui vient, comment dire, c'est celui dans la recherche qui vient et qui, tu vas dans la rue, tu vas dire, tiens, c'est comme j'ai connu tellement ce genre de truc, et ça, je suis pas le seul à connaître ça. Tu dis, ça y est, je vais être dans la vigilance, là, le rappel de soi. Alors, on est dans la rue, comme ça, on marche, et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on voit passer? Une créature de rêve. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pouf, allez, hop, la conscience de soi, terminée. Voilà, C'est clair. on est parti, là. On est parti. Oh là là. Puis après, alors on revient. Ah ben, merde. Je suis plus dans la vigilance. Et puis là, il y a ce que j'appelle le chercheur, avant je l'appelais l'emmerdeur professionnel, maintenant j'appelle le vieux con, parce qu'il est vraiment très vieux et con, tu vois, et chiant. Alors il arrive et puis il fait, oh Franck, tu n'as pas été vigilant. Hein, penser, c'est pas bien. Ouh, c'est pas bien. Voilà, c'est ça. C'est ça qui vient de vous faire chier tout le temps, et qui en fait, et c'est ça, lui dire, non, arrête tes conneries, de toute façon tu sers à rien. De toute façon, tu arrives toujours après les événements, t'as jamais perçu quoi que ce soit, tu crois, tu sens la sensation là, de la main, Ouais. c'est la main qui la ressent, tu n'as jamais rien senti. Ce qui fait que tu ne le fais qu'en témoigner et de croire que c'est toi, c'est ta main, c'est tout. Il sert à rien, quoi. Il vient tout le temps, mais il n'est pas drôle en plus, hein, et c'est pas un marrant. Hein. Non. On a envie de le... Ouais, mais. Le boxer un peu. C'était le boxer un peu, voilà. Alors, justement, puis si on a envie de le boxer, c'est-à-dire que dans quelle mesure, au moment où il y a cette pleine compréhension, attends, merde, j'ai pris des notes. Pour arriver à l'éveil, on doit comprendre. Tu nous dis ça. C'est donc, alors là, voilà, c'est une des phrases que C'est tu pas dis. arrivé, hein, je dis pas arrivé à l'éveil, Alors. hein, je pense pas. Non, je dois pas employer ces termes. Bon. Non, Là, mais, je la retrouve, attends, il faudrait que je la retrouve. Je suis pas sûr si c'est la bonne phrase. Est-ce que je l'ai noté quelque part? Attends, je crois que je l'ai. Alors, je dois lire ce passage. Ben, alors, je vais le faire, comme ça va être bien pour... Et Oui. on en reparle derrière. Ok, ça te va? Bon. Alors, dans ce que je propose, il n'y a rien à faire, mais seulement à comprendre. Il ne peut donc y avoir de lutte. Ce n'est non pas, je m'exerce à être ici maintenant, mais simplement de réaliser que je n'arrive pas à être, encore moins ailleurs, et encore moins dans un autre temps, ce que tu nous as dit tout à l'heure. C'est ce que l'on pourrait appeler le grand ouf, Oui. le méditant étant cette fois soulagé de ne plus rien avoir à faire. Comprenez-moi bien, je suis là, en face de vous. Vous n'avez pas à vous concentrer sur la vision pour le savoir, même le dire, c'est déjà trop. Que ce soit l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, la vue, c'est déjà en train de regarder, d'entendre, etc. Parce que les 5 sens sont continuellement en train de saisir. Tu parlais de ressenti. Par conséquent, il n'y a pas à rajouter un regardant, un percevant, un méditant. Sans effort, les perceptions comme les actions surgissent avant même que le vous en prenne conscience. Oui, il arrive toujours après. Voilà, le fameux après. Ou le avant. Il arrive c'était après avant. les événements. C'est l'inspecteur des travaux finis. Voilà. Il Le vient con, après. le vieux con. Et puis voilà, il vient vraiment après. Et, C'est là, c'est tout, sans effort, le monde est, parce que le monde est, sans que vous ayez à faire d'efforts. Ce monde, c'est celui des objets, des perceptions, tout l'ensemble corps, esprit, les pensées, les émotions, etc. C'est ce vous qui est de trop. Qu'il soit présent ou non, tout arrive de lui-même. Comme je ne cesse de le dire, c'est dans le moins que ça se passe, jamais dans le plus. C'est si simple, si simple. C'est inutile de tout effort, n'est pas un moyen ni un but. C'est le fruit de la compréhension. Je l'aurais fait, hein. C'est le fruit de la compréhension qu'aucun effort n'est nécessaire pour ce qui est soi. pour ce qui est soi, pour être. Ce qui est, voilà. Pour ce qui est soi. Il n'y a donc rien à faire, si ce n'est pousser un grand ouf et se détendre dans cette compréhension. Cette compréhension, puisqu'on parle de compréhension, tu nous dis que cette compréhension doit se faire avec les sens. D'accord ?
Oui, donc la compréhension, ça te met sur la... euh, exactement comme je parlais tout à l'heure que le silence, en arrêtant de frapper le silence, Continue, le il est, silence, il et est. là, donc, la compréhension, c'est simplement comprendre ça. C'est simplement ça. Et après, surtout, ne pas, Voilà. Donc il y a ne quelque pas chose chercher à saisir. donc il y a quelque chose à faire, mais à Parce ne qu'en pas fait, faire. Ouais, saisir. on veut saisir. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il nous échappe. Mais en fait, il n'a pas besoin de nous, puisque cette connaissance se sait par elle-même. Je crois que c'est par elle-même, entre guillemets, le elle-même. Mais je crois que c'est Maharshi qui disait, Qui ça? Ramana Maharshi, Mhm. qui disait, portez pas, comment il disait ça? J'avais vu ça sur un de ses bouquins, il y a très longtemps. Méditez pas sur le fait d'être assis ici, mais sur ce qui sait que vous êtes assis ici. Il y a toujours quelque chose ça se sait quand même. C'est-à-dire qu'il y a pas, mais on a peur, on veut le saisir parce qu'on dit, oui, si je le saisis pas, eh ben ça va m'échapper. Alors qu'en fait non, celui qui veut saisir, au contraire, c'est lui qui empêche, qui est l'empêchement de tout ça. C'est ça en fait, c'est tout à fait le contraire qu'il faut, c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. Il faut rien faire et en fait, Mais est-ce que ça se fait tout seul. est-ce que justement ce processus finalement d'identification de celui qui se croit être le méditant, toutes les étiquettes, toutes les personnalités, on s'en fout, hein. Est-ce qu'on n'est pas obligé de passer par là du fait de notre condition, j'entends de l'espèce humaine, hein, qu'importe si elle est réelle ou pas, on s'en fout, mais dans le jeu qui est là, ici, maintenant, de constater que tu as un enfant, que cet enfant, de ce qui lui est transmis, arrive à cette identification, finalement à se dire, tiens, je suis blond, je suis avec des yeux bleus, je suis avocat, je suis boulanger, je suis méditant, je suis animateur radio ou écrivain, bref. On est obligé de passer par là, apparemment. Oui, oui, oui. C'est un mystère. Je pense que c'est un mystère je pense que c'est l'évolution. L'homme a un stade d'évolution qui fait que le mental, il est complètement parti dans le mental. Et d'ailleurs, il est de plus en plus, d'ailleurs, j'ai l'impression que ce qui est paradoxal, c'est que de plus en plus, il y a plus en plus de gens qui ressentent, qui ont cette expérience. Bien que peut-être que des tas de gens ont pu le ressentir, mais ne le savent pas. Parce qu'il faut bien savoir qu'une chose, c'est on n'a pas besoin d'avoir lu un livre de spiritualité pour le vivre. pour le vivre. Souvent, le problème j'aime pas trop ce mot spiritualité parce qu'on met ça dans un registre. Ah oui, Mais forcément. quand on fait du foot, du foot c'est du sport, on fait du violon, c'est de la musique, on va prier à l'église, c'est de la spiritualité, etc. Mais comment expliquer, qu'est-ce qu'on peut mettre un nom à quelque chose qui est là tout le temps, que ce soit en train de faire du foot, en train de faire du violon, en train de prier si on veut, qu'on soit en train de refaire ses lacets, qu'on soit assis sur le trône avec un canard en train de chier, excusez-moi, c'est tout le temps là. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je vois le nombre d'efforts que j'ai pu faire à essayer d'être dans cette vigilance, toujours, dans cet être, et le jour où je me suis aperçu que c'était là, en permanence. Mais alors le jour, est-ce que c'est venu Mais quelque chose progressivement ou pas? Non, c'est venu d'un seul coup. Je me suis dit, merde, mais pourquoi j'ai fait tout ça? C'est déjà là, c'est déjà là. C'était tellement T'as évident. pas le sentiment que c'est venu quelque chose de progressivement avec vraiment une pleine compréhension? Comment maintenir cette pleine compréhension constamment? Je te donne un exemple, putain, pardon pour les auditeurs. Ça pourrait être un exemple qu'on pourrait comparer, mais bon, je suis pas sûr. T'es en voiture, t'apprends à conduire. T'apprends à conduire que pour passer à la première, c'est là, mais que pour passer cette première, il faut qu'il y ait certaines conditions de réunies. Exemple, quand tu t'arrêtes au feu. Autre, quand tu démarres. Ou rétrogradé, mais vraiment la première, là tu piles limite. C'est ces conditions-là. Et de savoir, donc, ce jeu de balance pour faire passer les vitesses, de jongler avec le frein, et de tout ce que ça implique comme sens mis en exergue pour faire ce petit geste qui consiste à passer la première. Tout ce qui est mis en... C'est énorme finalement, toutes les conditions qui doivent être réunies pour passer cette première. Et que pour passer cette première avec un art, une maîtrise, où c'est fluide, ça prend du temps. Est-ce que ça serait pas aussi ce même processus qui en branle lorsqu'on parle justement de ce cheminement au moment où tu arrives à ce jour-là, où tu te dis mais c'était déjà là. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose de progressif où tu faisais
des immersions un peu plus rapides où tu as vu qu'il y avait quelque chose de progressif dans cette compréhension que c'était déjà là. Ouais, j'avais un pressentiment, mais j'imaginais pas ce niveau de simplicité, surtout, Ce niveau de... de simplicité. C'est euh, une expérience comme ça, c'est avec le mot expérience, je trouve est mal aussi, pas bien, mais on ne trouve pas, j'ai pas de mots pour ça. Mais c'est surtout ce qui est frappant, c'est la simplicité. C'est la première chose qui vient à l'esprit, c'est oh que c'est simple, oh que c'est simple. C'est pas du tout, c'est euh, c'est tellement, c'est une espèce d'évidence de euh, Alors pourquoi certains qui ont l'occasion sur ce cheminement, qui n'en est pas un, admettons, d'avoir des expériences où ils ont peur, où il y a une peur, une hantise, une angoisse. Oui, il y a des gens qui ont des angoisses, mais ça, je pense, que ça dépend de toute la machinerie psycho, Psychocorporelle, physique, ouais, les gènes, psychique. ouais. Parce qu'il serait qu'il y a des gens qui ont des expériences très très différentes, et surtout aussi après, comme les choses ont évolué par rapport à ça. Il y a des gens c'est qui ça se passe très bien, l'autre ça s'est pas bien passé du tout. Et c'est vrai que moi j'ai eu de la chance moi j'ai eu de la chance, c'est trouvé comme ça. La confiance et l'amour que j'avais la confiance que j'avais en la vie était énorme. Et je crois que c'est l'innocence qui, j'étais un peu comme dans le film Un miracle à Milan, je sais pas si tu connais ce Non. film. Un film un vieux film italien qui est magnifique. Ah bon? Mais, mais, mais mais où c'est l'innocence, tu sais, où euh, euh, qui est sens qui fait que un dragon sera plus un dragon, ça sera où il sera un peu. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est l'innocence. Je crois que c'est vraiment l'innocence qui a fait que les choses se sont passées comme elles se sont passées. Alors, C'est pas. c'est-à-dire comment prendre J'ai pas eu la de peur naïveté? j'ai pas eu de peur du vide. Il y en a qui passent par des peurs du vide ou ils sont au pour du suicide. Il y a des gens qui vivent. Mais non, c'était. Je sais pas, tout était une confiance, toujours une confiance, tout le temps de confiance. J'avais. Et toutes les perceptions, je sais pas, non, je sais pas. Mais c'est très difficile à dire, mais c'était. Il y a jamais, j'ai jamais eu des choses difficiles à. Euh, ça a toujours été une expérience heureuse tout le temps, de découverte, tout le temps de découverte. Qu'est-ce que ça sous-entend sur euh, comment je vais aborder la question de cette innocence dont tu parles est souvent associée à de la naïveté et d'un point de vue des personnalités que nous sommes, certains de prendre en considération que être naïf, c'est se faire entuber, c'est se faire avoir. Mais bon, on apprend à pas se faire avoir, on apprend à ne pas se faire entuber. Oui, D'accord? Est-ce que cette naïveté, quelque part, dont tu parles, ou cette innocence, j'y bah, associe naïveté, hein, je ne sais pas si c'est... oui, mais l'innocence, je pense, c'est l'innocence d'un enfant. C'est l'innocence qu'on a chez les enfants qui. Est-ce Euh, qu'on l'associe à la naïveté? bah, dans celle que je parle, non. Non, non, Innocence, mais pas naïveté. non, pas naïveté, non. Ouais. Non, c'est les. Quoi, j'ai le sens, c'est qu'il y a. C'est un regard, c'est un regard d'enfant, quoi. C'est voir les choses avec un regard d'enfant. C'est. Alors, avoir ce regard d'enfant... J'ai toujours été un peu retardé. Comment dire que j'étais un frère jumeau, j'ai un frère jumeau, et mais nos parents ne nous élevaient pas du tout. On a toujours été ensemble dans une espèce de cocon. Il y avait juste la bonne qui faisait le ménage, et puis on s'occupait pas du tout de nous, on nous laissait complètement à l'abandon, parce que mes parents travaillaient énormément. Et, euh, et en fait, on a toujours été un peu retardés, quoi. On a toujours été, on jouait avec par rapport aux autres enfants. Et en fait, on a l'impression que l'enfance, on l'a quitté beaucoup plus progressivement. On l'a gardé des restes beaucoup plus longtemps, certainement, je ne sais pas. Mais, mais ouais, cette innocence, et j'ai toujours, je l'ai toujours. Est-ce qu'après l'éveil, ou ce moment-là où cette compréhension s'est fait jour, est-ce que tu as eu le sentiment que ta personnalité s'est fait arnaquer?
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ta personnalité, le fameux jeu de ton rôle, le rôle qui est le tien, puisque tu laisses faire ce qui vient, quoi. Ça monte, ça descend. Ah, Tu vois, est-ce qu'il est arrivé à Franck Thérault de se faire avoir depuis qu'il y a eu la compréhension de oui, l'éveil? bien sûr, absolument. Oui, parce que là, peut-être ça rejoint peut-être la naïveté, parce que je me fais toujours, en fait, je crois à tout ce qu'on me dit, hein. C'est vrai, quand les gens me disent des choses, j'y crois, je crois, Est-ce que tu euh, crois que c'est un des rôles de la personnalité, je dirais, de Franck Thérault, c'est d'apprendre à travailler sur ce qu'on appelle ne pas être trop gentil, entre guillemets, que c'est une des choses que tu dois apprendre? bah, c'est une des qualités. Tous les gens disent, ah, Franck, il est gentil, il est gentil, il est gentil. Mais bon, alors, il y en a qui en profitent, quoi. Mais enfin bon, c'est pas grave. Ça se Et trouve comme ça, quoi. ça se trouve comme ça. Ouais, J'en doute pas que ça soit pas grave, mais est-ce que tu y vois là... on parle de développement personnel. Il y a des thérapeutes qui ont ce rôle-là, hein, qui se ouais. donnent ce rôle-là, voilà, et qui accompagnent. L'être humain ne veut pas souffrir. Ou en tout cas, l'être humain, oui, la condition d'être humain fait que il tend vers le fait qu'il ne veut pas souffrir. Donc, on y attribue le fait que sur Terre, on est peut-être dans une école où l'histoire de l'espèce humaine a à apprendre certaines choses. Et notamment sur peut-être c'est comment, entre guillemets, gérer ce corps mental qui est l'être humain et de ce qu'il doit, entre guillemets, apprendre. Et quand j'y apprends, tu mets en avant deux choses. Tu nous dis dans le livre, il y a par exemple l'esprit judéo-chrétien, avec toutes les pensées d'amour, de partage, de fraternité. Et puis en Asie, d'avoir une sensibilité beaucoup plus dans la vacuité peut-être, avec des termes où c'est la compassion, où c'est dans cet esprit de simplicité, un peu moins dans l'amour, on fait tous la teuf, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. D'accord, il y a deux manières d'aborder ce que pourrait être le chemin vers l'éveil. Parce que c'est un mec comme Jésus ou Bouddha, ils ont dit la même chose, mais chacun avec une couleur Ouais, différente, ouais, on ouais. est d'accord. Mais pourtant, même s'il y a des points communs à ces deux couleurs, si je puis dire, il y a aussi des éléments qui les séparent. Et de ces éléments qui les séparent, euh, est-ce qu'il est nécessairement, euh, pour atteindre, entre guillemets, je sais qu'il n'y a rien à atteindre, mais c'est Mhm. le jeu, hein. Oui. Bon, Mhm. pour aller vers cet éveil, est-ce qu'il est nécessairement, foncièrement nécessaire d'être dans l'empathie, dans l'amour, l'image qu'on peut s'en faire? J'entends parler de s'améliorer en tant qu'être humain, d'être à l'écoute de son prochain. Est-ce que ça, c'est des conditions pour, entre guillemets, atteindre Non. l'éveil? Non, de toute façon, il y a extrêmement aucune condition. Et surtout, non, de toute façon, vous êtes comme vous êtes. Comment dire là? Euh, chacun a. Il y a des gens qui ont d'empathie, effectivement, des choses comme ça, mais ça dépend complètement des gens. Les gens, des fois, me disent, mais maintenant, tu peux prendre les actions caritatives, des choses comme ça. Les gens... Non, mais je vois comme, mettons, pour le conservatoire, je me donne à fond dedans, pour la musique, par exemple. Bah, ça s'est trouvé ce terrain-là. Mais il n'y a pas. De toute façon, tous les gens sont très bien comme ils sont. Je veux dire, il n'y a pas de. J'ai pas. Toute cette. Toute cette personnalité, on est tous magnifiques, quoi. Je trouve que les gens sont tous beaux, sont tous leurs caractéristiques, et il y a pas de règle. On veut faire un peu une espèce d'être parfait. Alors, je reviens qu'on me le montre parce que je n'ai jamais trouvé, hein. Je sais pas comment il est. Alors certainement que c'est quelqu'un qui, on l'a invité à dîner, alors il va manger à pas beaucoup, il y a un verre de vin. Oh non, pas trop de vin, pas trop de machin. En fait, c'est très chiant. En fait, on veut une espèce d'être un peu Plat. plat, monotone, monocorde, je sais pas quoi. Et en fait, ça passe ça. Il y a des tas de personnalités et c'est très bien. Parce que tous les gens sont très très bien. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas je pense pas qu'il y a de. On mélange un peu tout ça. Puis il faut dire aussi, bon, les religions sont beaucoup attribuées des choses qui ont. L'amour, il n'y a pas besoin d'être chrétien ni quoi que ce soit pour avoir de l'amour. La, 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 c'est vrai que tout ce qu'on parle là, il y a des gens qui le ressentent, qui n'ont jamais lu le livre de spiritualité, ni quoi que ce soit. Souvent, on s'attribue un petit peu les choses, comme le pardon. Il n'y a pas besoin d'être non plus chrétien pour être pardonnant, ni éprouver de la compassion. Souvent, il y a des gens qui sont attribués ces choses-là, mais elles existent en soi depuis l'éternité, quoi.